Alors, bonjour tout le monde. Oui, Malik Fall. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'être avec vous pour ce panel donc autour de la norme ISO 27001, mise en place de la norme ISO 27001, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, donc que je partage avec deux brillants copanélistes que je salue donc pour commencer. Moi, j'aurais à intervenir donc sur la première partie, de faire un retour d'expérience donc un peu donc sur la norme ISO 27001 de façon globale, l'implémentation de la norme. Je m'excuse d'emblée donc de ne pas pouvoir rester donc jusqu'au bout. J'ai remplacé mon très cher Mohamed Selmi, donc que je salue donc au passage, je le vois connecté. Qui devait donc faire cette présentation-là pour des soucis de santé. Et malheureusement, j'ai accepté donc de le faire au pied levé le vendredi et le samedi, j'ai eu la même chose qu'il a. Donc, je me suis coincé donc le nerf sciatique et malheureusement, voilà. J'ai voulu maintenir quand même malgré tout, mais je ne pouvais pas rester donc tout le long donc voilà de la séance. Rapidement, moi je suis Malik Fall, donc je suis consultant en cybersécurité. J'ai quelque chose comme 17 ans donc d'expérience dans le domaine. C'est ma formation à la base. J'ai fait donc un master cryptologie, sécurité et codage de l'information. Et depuis cette date, donc je ne travaille que dans ce domaine. J'ai eu à travailler donc pour de très grandes boîtes, pour ne pas citer donc Orange, où j'ai fait une bonne partie de ma carrière, une dizaine d'années. Et parallèlement à ça, donc j'avais fondé donc une société, un cabinet de conseil qui s'appelle Polaris Secure Technology, qui se veut d'être donc un cabinet d'audit, de conseil et de formation en cybersécurité. Rapidement, je dirais quelques mots donc sur Polaris. Polaris, donc c'est un cabinet de conseil donc en stratégie cybersécurité, un pur player de la cybersécurité. On ne fait que ça, on ne sait faire que cela. Donc, on ne travaille que dans le domaine de la cybersécurité. On ne fait pas autre chose et en plus de la cybersécurité. Nous voulons rester complètement indépendants par rapport donc aux éditeurs et aux constructeurs du marché pour que nos conseils soient donc le plus objectif possible. On est là pour nos clients. On n'est pas là, on ne travaille pas avec, pour un client tout en ayant donc dans nos cartables effectivement des solutions qu'on va essayer de fourguer à notre client. On reste complètement indépendant donc à nos fournisseurs pour pouvoir être le plus possible pertinent et orthodoxe donc dans nos conseils vis-à-vis de nos clients. On a une forte expérience donc technique, aussi bien technique que sur la gouvernance de la cybersécurité. On est présent en Europe, à Lyon plus précisément, et en Afrique plus précisément donc à Dakar, pour couvrir toutes nos activités donc à Dakar. On a une approche qui est assez globale donc de la cybersécurité en prenant en compte donc trois volets, donc trois triptyques, une triptyque qu'on utilise donc effectivement trois leviers pour pouvoir aborder notre cybersécurité, l'angle de l'audit, l'angle de la formation et l'angle du conseil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, Polaris forme donc plus de 200 personnes par an, donc des RSSI, des consultants en cybersécurité et des ingénieurs qui sont formés dans des écoles ou des universités. Et on en certifie une bonne partie, effectivement, dans les normes internationales, comme la norme dont on parle aujourd'hui, ISO 27001, sur le volet lead auditeur et sur le volet lead implémenteur. Donc, on est accompagné, on travaille avec deux certificateurs, LSCI et PSCB, donc, avec qui donc, on a signé tout récemment donc, un partenariat. Donc, nos points forts, je ne vais pas me focaliser donc, sur cette partie-là. Donc, une maîtrise effectivement des enjeux stratégiques de la cybersécurité, une expérience éprouvée, un accompagnement sur mesure, donc un savoir-faire qui nous permet effectivement de gérer correctement vos problématiques de sécurité, une veille permanente qui nous permet de nous mettre à jour de façon régulière pour pouvoir assurer et être donner donc des conseils qui soient le plus avisés possible. Donc, et on arrive directement donc au cœur de notre sujet. Donc, pourquoi la norme ISO 27001? Donc, c'est une norme qui est de plus en plus, effectivement, qui prend de plus en plus donc, de place
dans nos entreprises. Hein. Aujourd'hui, quand on est en France, par exemple, il y a certaines grandes structures qui imposent à leurs fournisseurs d'être certifiés ISO 27001 pour pouvoir être référencés chez eux. Donc d'ailleurs, c'est depuis que certaines entreprises ont commencé cette démarche-là, de l'imposer donc à leurs fournisseurs, qu'effectivement il y a une explosion donc de l'implémentation et des certifications dans les entreprises. Il y a guère longtemps, 5, 6, 7 ans en arrière, très peu de sociétés françaises étaient certifiées ISO 27001. Depuis que certaines grands noms donc de la cybersécurité, grands noms donc de la plaque donc ont imposé à leurs fournisseurs donc d'être certifiés ISO 27001 pour être référencés, il y a une palanquée, un nombre très considérable effectivement de cette norme-là, d'entreprises qui sont certifiées donc à cette norme-là. Bon, c'est un schéma universellement reconnu. Effectivement, ça aussi, c'est un avantage important donc, de cette norme. Donc, ce n'est pas quelque chose que deux personnes se sont mis ou deux entreprises se sont mis ensemble donc, pour concocter. Donc, c'est un schéma universellement reconnu. Donc pas de meilleur système aujourd'hui disponible pour pouvoir jauger et se comparer avec les autres. Hein. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui de mieux. Ce n'est pas complètement parfait, mais c'est ce qu'on a aujourd'hui de mieux. C'est international et puis c'est globalement satisfaisant, comme on le dit. Donc, la démarche de la norme ISO 27001, donc c'est une démarche itérative, donc permettant reprenant donc le modèle PDCA, donc la rue de Deming, donc je ne vais pas entrer dans ce détail-là, ce n'est pas en cours. L'important, c'est plutôt donc, de donner donc, un rétexte plus tard. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Donc, je ne vais pas mettre en... Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le PDCA, bon, je pense que pour la plupart donc, de notre auditoire, ils le savent très bien. Sinon, Google vous aidera très facilement donc, pour connaître ce que c'est. Donc, avec des objectifs connus, donc la conformité donc vis-à-vis de ta norme et atteindre aussi un niveau de sécurité que l'on a défini soi-même, de dire qu'on veut atteindre ce niveau-là. C'est une organisation transverse et non hiérarchique. Quand on se lance donc dans une certification ISO 27001, ce n'est pas du tout donc le directeur général qui a donc la main et puis qui donne les directives à telle personne, etc., etc. Donc, c'est une norme qui s'implémente de façon transversale. Donc, tout le monde est concerné, du directeur général donc jusqu'à la personne qui est à l'accueil. Donc, tout le monde doit avoir donc sa pierre, donc apporter sa pierre à l'édifice donc de l'implémentation de cette norme-là. Ce n'est pas une affaire du DSSI, du RSSI ou juste de la DSI, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde doit être concerné quand on implémente une norme. Et malheureusement, on verra les erreurs que l'on fait assez régulièrement. Des gens qui pensent cette norme-là en la pensant plus SSI, en la pensant plus donc DSI et sans intégrer donc les autres parties qui peuvent être des parties très importantes effectivement dans l'implémentation de cette norme. Il y a une phase de construction qui est importante, donc effectivement bâtir, construire, implémenter donc cette norme qui est importante, donc qui demande en général une équipe dédiée, mais aussi un budget dédié donc pour implémenter cette norme-là, mais ne pas oublier la phase d'exploitation qui est tout aussi importante, parce que cette norme-là, c'est une norme qui doit vivre aussi dans le temps. Donc, ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle de la norme, de l'implémentation de notre SMSI, il faut le prendre en compte quand on commence à réfléchir, donc réfléchir sur notre norme, comment implémenter la norme. Donc, c'est une introduction rapide que je fais donc sur cette partie-là. Le séquencement, donc, ce n'est pas chronologique. Quand je veux, donc, dans le projet donc, SMSI, quand je veux implémenter la norme, ne faisons pas l'erreur de vouloir commencer donc, au chapitre 4 et de terminer au chapitre 10. Cette norme-là se lit de façon croisée, s'implémente de façon croisée. Donc, et ce n'est pas forcément le premier chapitre, effectivement, dans l'introduction même de la norme, on nous dit que l'ordre dans lequel donc, les différentes clauses sont annoncées n'ont aucune espèce d'importance. Donc, ce n'est pas un ordre que l'on doit respecter. On implémente la norme de façon à le faire de façon la plus logique possible et de façon à répondre de façon pragmatique donc à l'implémentation de la norme. Il ne faudrait pas que l'on se dise que la norme doit être implémentée de façon séquentielle.
chapitre 4, puis 5, puis 6, etc., etc. Habituellement, donc, on commence d'ailleurs assez régulièrement donc, par le chapitre 6 en définissant donc notre appréciation des risques. Encore une fois, ça, c'est une retour d'expérience. Chaque implémenteur a le droit de faire comme il a envie. Donc ça, il faudrait aussi qu'on le sache. Il n'y a aucune exigence donc, sur un ordre donc, d'implémentation de la norme. Vous implémentez la norme dans son intégralité, du chapitre 4 au chapitre 6, c'est la seule exigence que l'on a, ainsi que les mesures donc de l'annexe A de la norme ISO 27002 qui auraient été sélectionnées dans notre déclaration d'applicabilité. Mais la façon dont vous le faites est laissée complètement à votre discrétion et personne ne peut vous imposer de prendre une démarche quelconque. Donc, le retour que j'ai fait, c'est moi, mon retour d'expérience, ma façon d'aborder donc la norme quand je l'implémente, mais ce n'est pas une façon universelle ou une façon normée d'implémentation de la norme. OK? Donc, c'est une référence croisée donc, de cette norme-là. Tout doit être mis en place donc, pour arriver donc, à la conformité. Donc, les activités de mise en deviennent donc des activités récurrentes. L'amélioration continue doit être de rigueur, effectivement, quand on implémente cette norme-là. On commence sur une étape, effectivement, un niveau. La norme voudrait que l'année suivante, qu'on est passé donc, à un niveau N+, un niveau N, on passe à un niveau N+, M, avec M différent de 0. Quoi. Donc, on s'améliore de façon continue. OK? Comment on s'y prend quand on veut implémenter cette norme-là? Une suggestion, encore une fois, une proposition donc, que je vous fais, donc, inspiré donc, de mes expériences, différentes expériences d'implémentation de la norme. Voilà, moi, comment je vois donc, la norme. Et je pense que pour la plupart, beaucoup de gens aussi la voient de cette façon-là. Pardon. Donc, on a une phase initiale donc, qui permet de faire un état des lieux. Généralement, on commence toujours par cet état des lieux-là, faire un diagnostic, généralement ISO 27002, pour mesurer notre niveau de maturité, notre niveau d'implémentation, notre niveau donc notre niveau de sécurité de façon globale. Donc, comment on est face aux différentes exigences qui sont données dans l'annexe A et qui sont traduites de façon détaillée dans la norme ISO 27002. Nous, comment on a implémenté, à quel niveau on en est donc dans l'implémentation de la norme sur cette partie-là. Après cette partie-là, effectivement, on le combine assez souvent aussi avec une analyse de risque. Bon, pourquoi moi je le combine avec l'analyse de risque? Parce que à l'issue de l'analyse de risque, c'est le slide suivant qui va le détailler. À l'issue de l'analyse de risque, on va choisir ce qu'on appelle des mesures qui permettent de réduire, des mesures de traitement de risque. Et parmi les façons qu'on peut avoir donc, pour traiter un risque, il y a ce qu'on appelle la réduction donc, du risque. Pour réduire un risque, habituellement, on va venir piocher dans la norme ISO 27002, dans l'annexe A, des mesures qui sont déjà stipulées dans ces deux référentiels pour pouvoir réduire nos risques. Et quand on veut faire un partage de risques aussi, on va piocher dans le chapitre 15 qui nous parle donc de relations fournisseurs pour traiter donc le partage de risques. C'est comme ça, effectivement, qu'on va traiter donc la norme ISO 27002 ou l'annexe A de la norme ISO 27001 est assez lié au processus d'appréciation des risques. Parce que dans le plan de traitement des risques, on va venir piocher souvent, assez régulièrement, donc des mesures dans cette annexe-là pour pouvoir réduire nos risques. OK, une fois qu'on a fait cette partie-là, effectivement, donc à la suite donc, du diagnostic, il y a un plan d'action, un schéma directeur. Et puis, le schéma directeur-là est venu compléter donc, par ce qu'on appelle le plan de traitement des risques. Le plan de traitement des risques qui croise bien donc, le schéma directeur suite à l'audit ISO 27002. Donc, avec les mesures qui existent, les mesures qui manquent, les mesures qui sont partiellement implémentées, et ce qui nous permettra de pouvoir lire nos différentes mesures, comment dirais-je, après notre analyse de risque, de lire notre analyse de risque, en ne nous focalisant pas sur ce qu'on appelle donc les risques bruts. On va prendre les risques nets, ça veut dire que les risques en prenant en compte, en considérant donc les mesures existantes déjà implémentées donc dans notre système. Donc on ne va pas traiter, on ne va pas faire de sorte
de penser même que, comment dirais-je, qu'il n'y avait rien, donc on part de rien, non, on ne part pas de rien. Dans l'appréciation des risques, effectivement, on a des risques qui sont identifiés, mais ces risques-là sont mitigés fortement avec des mesures de l'annexe A qui sont déjà implémentées. Et ces mesures-là, on les avait mesurées donc, dans notre diagnostic ISO 27002. Et une fois donc, ces deux plans-là, ainsi que l'implémentation globale du corps de normes, parce que là, dans la première partie, on a parlé beaucoup plus de l'annexe A ou de la norme ISO 27002. Maintenant, il y a toute la phase d'implémentation de la norme même, donc du chapitre 4 au chapitre 10, qu'on va implémenter. Donc, c'est ce qu'on fera donc, par la suite. Et puis, une fois que cette implémentation, ces deux phases-là, moi, je les appelle donc les phases de planification et les phases d'implémentation, plan et do. Donc, c'est une démarche aussi qui est itérative. Donc, effectivement, on fera certaines parties parce que en choisissant, par exemple, des mesures de traitement des risques, parfois, on se rend compte que ces mesures ne sont pas les plus pertinentes ou bien dans notre établissement du contexte, quand on a fait notre appréciation des risques, on avait raté un élément qui faisait qu'un risque particulier, on ne l'avait pas identifié. On va revenir sur l'appréciation des risques, etc., etc. Donc, on fait des allers-retours assez réguliers dans cette partie-là pour implémenter la norme de la façon la plus pertinente. Une fois qu'on a terminé cette partie, effectivement, on va faire ce qu'on appelle un audit interne. La norme nous le demande dans son chapitre 9. Une fois qu'on a terminé donc d'implémenter la norme et qu'on pense être suffisamment préparé, donc on fait ce qu'on appelle un audit interne qui viendra faire un diagnostic global, donc conformément donc, à la norme, qui nous jugera donc de la pertinence, de notre niveau donc, de compliance par rapport aux exigences de la norme et par rapport aux exigences que l'on s'est fixées dans notre déclaration d'applicabilité et par rapport à nos politiques de sécurité et par rapport à nos procédures et par rapport aux exigences réglementaires, légales et contractuelles que l'on a, qui nous engagent effectivement au sein de notre SMSI. Et tous ces éléments-là, donc une fois qu'on les a mesurés, et puis forcément, donc il y aura naturellement, surtout la première fois, beaucoup d'écarts. Effectivement, on a oublié de prendre un tel élément donc, en compte lors de l'implémentation. On n'a pas implémenté correctement parce qu'on avait une compréhension qui n'était pas forcément bonne, etc. etc. L'audit interne est venu et là, effectivement, pour réajuster notre vision, pour réajuster notre façon de faire, pour nous remettre un peu donc, sur le bon chemin pour qu'on puisse être mieux préparé. Donc, à la suite de cet audit, effectivement, il y a une partie de plan d'action, donc suite à l'audit, donc on aura forcément un certain nombre de non-conformités mineures, majeures, des remarques et tout ça. Donc, on va les corriger en prenant en compte effectivement l'ensemble de ces non-conformités-là pour pouvoir améliorer notre système en réalité. Et puis, une fois qu'on a fini d'implémenter donc ces non-conformités-là, les plans d'action suite à ces non-conformités, on peut faire ce qu'on appelle une revue de direction, qui est aussi une exigence de la norme, la direction qui vient checker, regarder, est-ce que les objectifs qu'il avait fixés effectivement à la direction qui implémentait, à l'équipe qui implémentait la norme, est-ce que cette direction-là, cette démarche-là a été correctement mise en œuvre? Est-ce que l'audit interne a révélé donc des choses importantes, graves, qui n'ont pas été prises en compte? Est-ce qu'ils ont été corrigés correctement? Quels sont les retours des parties intéressées, etc. Il y a un certain nombre de points qu'il faut checker systématiquement lors d'une revue de direction. Et une fois que la revue de direction est OK, on a terminé la revue de direction, la direction va donner son go ou son no-go donc pour aller vers une certification. En ce moment-là, il va falloir aller contractualiser avec un organisme certificateur pour qu'elle vienne nous auditer et nous délivrer le cas échéant, donc le certificat. Voilà la démarche globale. Donc, cette deuxième pavé-là, c'est ce que j'appelle effectivement donc les deux phases, donc check et act. Donc, on a fait l'audit interne, c'est du check, d'accord, qui permet de s'assurer, de vérifier, bon, la revue de direction aussi, c'est du check, donc qui permet de s'assurer effectivement que notre système, on l'a implémenté correctement, les écarts, les manquements qui existaient, donc on les mis, on les corrige, c'est ce qu'on met, donc ce qu'on appelle donc du acte, s'assurer de la conformité de notre système de management de la sécurité de l'information à la norme, aux politiques, aux procédures, aux exigences légales, réglementaires et contractuelles. Donc voilà la démarche globale donc d'un SMSI. OK, donc une fois ceci dit, on va essayer donc de détailler un peu plus, si le temps nous le permet. Maintenant de la norme ISO 27002, on implémente la norme ISO 27001
Et on parle régulièrement aussi dans l'implémentation de la norme ISO 27001, on parle de la 27002. Et pourquoi? Parce que la norme ISO 27001 est composée de deux parties. Donc, il y a le corps de la norme, donc les chapitres de 4 à 10, qui représentent après 9 pages donc, de la norme. Et il y a ce qu'on appelle donc l'annexe A, qui sont aussi un ensemble de mesures de sécurité, qui sont des exigences aussi de la norme, qu'il va falloir mettre en œuvre, sauf à justifier de pourquoi on ne les met pas en œuvre. On ne les met pas en œuvre parce que ça n'a aucune espèce donc d'impact dans notre système de management. Donc, par exemple, on nous demande, il y a un chapitre qui parle de développement sécurisé, et si on ne fait pas du dev, on n'est pas impacté par ces mesures-là, on va exclure donc ces mesures-là. Mais sauf à pouvoir justifier de leur exclusion, toutes ces mesures-là doivent être implémentées. C'est ce qu'on retrouve habituellement dans notre DDA, dans notre déclaration d'applicabilité. Bon, des erreurs que l'on voit assez souvent. Donc, puisque les 114 mesures de la norme de l'annexe A, on doit les retrouver de façon quasi exhaustive, sauf à pouvoir justifier donc de leur exclusion. On doit les retrouver donc dans la DDA. Donc, beaucoup de consultants, malheureusement, font une démarche des raccourcis, tout simplement. Au lieu d'arriver et de faire une démarche d'appréciation des risques, de sélectionner les mesures et derrière, à la fin, de comparer les mesures sélectionnées avec l'annexe A pour s'assurer qu'aucune mesure obligatoire n'est omise, n'est oubliée, les gens viennent et puis notre DDA, boum, c'est prêt, donc c'est l'annexe A et puis on n'en parle plus. Et généralement, quand on fait cette démarche-là, lors de l'audit, on le sent très vite, les auditeurs le sentent très vite et généralement, on a du mal à faire le lien de pourquoi on a implémenté, on a pris cette mesure ou pas. Donc, c'est une mauvaise démarche, malheureusement, que beaucoup de consultants font, qui arrivent avec ce qu'on appelle un SMSI sur étagère. Ils arrivent avec une politique déjà préfaite, qui est déjà complètement prête. Ils arrivent avec une DDA qui est complètement prête, etc., etc. Et ce n'est pas du tout une bonne démarche. C'est des choses qu'il faut éviter quand on veut implémenter correctement. Ce n'est pas la philosophie de la norme. La philosophie de la norme, ça part d'une réflexion profonde de notre contexte, de nos enjeux internes, de nos enjeux externes, des exigences, des attentes de nos parties intéressées et de notre réalité au sein de notre entreprise. Mais on ne va pas récupérer juste un truc tout prêt et puis venir vouloir le présenter comme étant notre politique ou étant notre déclaration d'applicabilité. Ce n'est pas comme ça que l'on implémente la norme. Donc, cette norme-là, effectivement, la norme ISO 27002, c'est un guide de bonne pratique qui vient montrer comment on va implémenter chaque exigence, chaque mesure de sécurité qui a été stipulée donc, dans l'annexe A. Donc, dans l'annexe A, on a beaucoup de mesures de sécurité et ces mesures de sécurité-là, la norme ISO 27002 vient nous dire, pour implémenter cette mesure, parce que l'annexe A est très sommaire, hein, il faut faire, point. Il ne nous dit pas comment il faut faire. La norme ISO 27002 vient nous dire comment il faut implémenter, comment on pourrait implémenter donc, cette norme, cette mesure de sécurité qui a été stipulée donc, dans l'annexe A. C'est ça, la norme ISO 27002. Il y a, comment dirais-je, 14 chapitres que vous voyez là. Je ne vais pas les reparcourir. Et chaque chapitre est constitué donc d'un ensemble donc, de sous-chapitres qui sont composés d'un ensemble donc, de mesures de sécurité qui se mappent de façon objective à la norme, à l'annexe A donc, de la norme ISO 27001. Donc, une fois ces mesures-là, donc effectivement, pour le link qu'on fait avec la norme ISO 27005, donc on a fait notre appréciation des risques et puis on a le résultat des appréciations des risques. Une fois qu'on ait dit que l'appréciation est correcte, il va falloir qu'on fasse prépare ce qu'on appelle le plan de traitement des risques, le PTR. Le plan de traitement des risques, pour le traiter, effectivement, pour le faire, effectivement, il y a plusieurs leviers que l'on peut avoir pour traiter un risque. Donc, la réduction du risque, habituellement, pour la plupart donc, de nos risques, on va faire une réduction plutôt quand le risque est à un niveau inacceptable. Donc, on fait une réduction de risque. Et pour faire la réduction de risque, on va venir taper donc, sur l'annexe A, donc des mesures de l'annexe A pour venir implémenter des mesures de sécurité qui permettront de réduire et la probabilité d'occurrence et ou l'impact donc du risque dans le système de management.
ce qui permettra donc de diminuer la valeur donc, du risque. Donc, c'est ça le lien qui existe entre les deux. Cette norme-là, ISO 27005, donc, vient en appui de la norme ISO 27001 sur le volet, donc, appréciation des risques dans le chapitre 6, et éventuellement un peu dans le chapitre 8. Donc, pour nous donner une démarche pour pouvoir gérer donc, nos risques. Cette norme, habituellement, est souvent, on la combine assez régulièrement avec d'autres méthodologies beaucoup plus pratiques, donc de type IBIOS ou de type MEHARI, qui viennent renforcer donc, la démarche de façon un peu plus pragmatique. Donc, la réduction des risques, on choisit des mesures là, et puis le maintien du risque, c'est, voilà, donc je considère que le risque lui-même n'est pas suffisamment grave, c'est très faible, donc, et c'est à un niveau en dessous du niveau d'acceptation des risques, et puis, bon, voilà, je maintiens le risque, je ne le traite pas, dans le sens où je ne vais pas essayer de le réduire, etc. Ou le refus du risque, je refuse tout simplement que le risque-là puisse s'avérer chez nous, en faisant quoi? Tout simplement en arrêtant l'activité qui porte le risque. C'est une bonne façon de faire. Ou alors, on partage le risque. Partager le risque, ça veut dire que je ne sais pas traiter, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la maturité, ou je n'ai pas la compétence, ou ce n'est pas mon cœur de métier, ou je n'ai pas envie, tout simplement. Je vais appeler donc un prestataire donc, qui viendra spécialisé dans ce domaine, qui le fera mieux que moi, plus rapidement, et je lui paye donc sa prestation, et puis basta, quoi. Donc, c'est ça, le partage du risque. OK? Donc, ça permet donc de réaliser un diagnostic, la norme ISO 27002, de réaliser le diagnostic à la base, donc initial pour commencer. Ça permet aussi de sélectionner des mesures de réduction de risque suite à l'analyse de risque qui est faite par une méthodologie compléante 31 000 et souvent compléante donc 25 000. OK? Bon, la démarche globale, j'ai fait un peu vite, donc on m'avait parlé donc, de 30 à 40 minutes. La démarche globale, donc dans l'étape initiale, donc, on va définir le périmètre et faire un diagnostic, le diagnostic initial, hein, comme je l'ai décrit tout à l'heure dans le premier schéma que je vais montrer. Donc, identifier nos parties intéressées et leurs attentes. Donc, qui sont nos parties intéressées? Les parties intéressées peuvent être de plusieurs natures. Ça peut être nos clients, ça peut être nos partenaires, ça peut être nos salariés. Tous ceux qui peuvent se sentir affectés, peuvent se sentir affectés ou qui peuvent affecter à notre système de management, à notre SMSI. Donc, se sentir affectés, ça veut dire que ce que j'ai fait, ils ont un intérêt par rapport à ça. Ils peuvent avoir effectivement un effet bénéfique ou un effet maléfique donc, de ce que nous faisons au sein de notre système de management. Ou qui peuvent affecter notre système de management, ça veut dire tout simplement, c'est une autorité, par exemple, qui donne des exigences que je dois digérer et implémenter, mettre en œuvre donc, dans mon système de management. C'est un client qui me dit il faut certifier ISO 27001 parce que sur le périmètre de mon activité, je veux que vous respectiez telle mesure, tel truc, tel machin, tel truc. Et pour le faire, il faudrait que vous soyez certifié. Voilà. Donc, tout cela, ce qu'on appelle donc des parties intéressées. Ils peuvent être de divers ordres. Il va falloir les identifier avant de commencer, dès le début. Il faut qu'on sache qui sont nos parties intéressées et qu'est-ce qu'ils attendent de nous. On met en place un système de management, ce n'est pas juste pour le plaisir. Ceux qui se sont essayés dans un système de management savent que ce n'est pas un truc qui est complètement gai à mettre en place. C'est extrêmement chronophage, c'est extrêmement, comment dirais-je, ça nous bouffe énormément d'énergie et d'argent en général aussi. Hein. Et du coup, effectivement, les gens ne se lancent pas pour le plaisir, tout simplement, dans un système de management, dans l'implémentation d'un SMSI. On le met en place pour nos parties intéressées, tout simplement, parce qu'un client nous le demande, parce qu'il y a une exigence réglementaire qui nous l'impose, ou parce que tout simplement, on veut faire une différence concurrentielle importante face à des concurrents qui sont en face et qui n'ont pas cette plus-value qu'on peut mettre en avant. Donc, indirectement, on le fait pour nos clients parce que les clients vont regarder quand ils contractualiseront qui est certifié ou qui n'est pas certifié. Donc, effectivement, il faudrait qu'on les identifie. On identifie les interfaces et les dépendances. Les interfaces et les dépendances, c'est avec qui j'interagis et quelle est la nature de notre interaction. Donc, une interaction peut avoir divers ordres. Hein. Donc, une dépendance, c'est je ne peux pas vivre sans. Une interface, simplement,
on a quand même une interaction, mais je peux continuer à vivre sans lui. Donc, on les identifie tout cela parce que il faudrait qu'on intègre dans notre réflexion, dans notre démarche, effectivement, les interfaces, les attentes, comment dire, les interfaces et les dépendances et la nature donc, de ces interfaces-là que l'on a avec nos interfaces et nos dépendances pour pouvoir gérer correctement donc, notre système de management. Cartographier donc les processus métiers, identifier et évaluer donc les processus de gestion donc de la sécurité, identifier et évaluer donc les mesures de sécurité en place. Tous ces éléments-là nous permettent de débuter, de commencer, de mettre un pied donc dans notre système de management. Bon, il y a des facteurs de succès, des opportunités qu'on peut avoir. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc, les scénarios, et puis la deuxième étape, donc la deuxième partie de la première étape, l'étape initiale, donc c'est d'identifier les scénarios donc, et le chiffrement. Quelles sont les possibilités que l'on a donc, pour implémenter notre SMSI. Donc, quel type de périmètre? On peut en définir plusieurs. Généralement, quand on est RSMSI, responsable de la mise en place donc, du système de management de la sécurité de l'information, on s'accorde et on définit plusieurs scénarios. Et puis, pour chaque scénario, on va essayer donc de mettre en avant les avantages et de relever aussi les inconvénients. Et puis, généralement, on fait trancher donc, la direction pour lui dire on choisit tel périmètre ou pas. Donc, anticiper sur l'organisation future aussi, participer donc au niveau, anticiper donc sur le niveau de sécurité et de plan de traitement des risques, anticiper donc sur les besoins donc, de ressources, convaincre la direction. Cette partie-là est cruciale. Donc, quand on se lance donc, dans un SMSI, il va falloir qu'on convainc, c'est bon, en bon français, qu'on convainc donc notre direction avant de se lancer. Si on se lance donc dans un SMSI sans avoir l'accord, l'accompagnement et le soutien total de notre direction, ce n'est pas la peine de commencer. Ce n'est pas un projet donc d'une DSI, ce n'est pas un projet d'un RSSI qui se dit, oui, pour le plaisir, je vais implémenter la norme. Je suis allé me faire certifier donc, par PCB et avec Mohamed qui m'a expliqué donc, très bien donc, les choses. Je vais le faire dans mon entreprise. Mais avant de le faire, il faudrait que vous soyez complètement soutenu donc, par votre direction parce que ça demandera beaucoup de moyens. Et ces moyens-là, ce n'est pas vous qui les avez, c'est la direction qui les donnera. Et en plus de cela, il vous a donné cette direction, elle vous a donné effectivement une mission. Et si vous vous lancez donc, dans un SMSI sans avoir son aval, ça veut dire que vous allez piocher du temps que vous devriez utiliser donc, pour faire les actions qu'il vous a demandées. Vous allez l'utiliser donc dans votre SMSI et ce sera contre-productif. Vous n'atteindrez pas vos objectifs qu'il vous a fixés, mais vous aurez aussi du mal à atteindre les objectifs du SMSI. Donc, dans l'étape de lancement, on formalise donc les fondamentaux donc, du SMSI. Je vais aller très vite donc, sur cette partie-là, le temps presse. Donc, les fondamentaux, rédiger donc, la politique de sécurité, définir les objectifs de sécurité, formaliser donc, le périmètre de façon claire, ses limites, c'est voilà, les limites du périmètre. Donc, faire valider formellement donc, le périmètre, les objectifs, la PSI, donc la politique de sécurité de l'information, et l'engagement de la direction. On le fait valider à cette même direction qui doit porter la PSI et tous ces éléments-là, communiquer vers les acteurs clés donc, du SMSI. Donc, cette partie-là est une partie essentielle. Ne pas oublier d'acteurs clés, parce que les acteurs clés, si on les oublie dès le début, on sera un jour ou l'autre obligé de revenir vers eux. Et généralement, c'est en ce moment-là que les relations commencent à s'envenimer. Donc, souvent, des acteurs clés que l'on oublie assez régulièrement quand on fait ce type de démarche-là, parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec eux, c'est les RH, les juristes. Généralement, c'est deux acteurs clés que l'on oublie très régulièrement. Et quand on arrivera sur le chapitre 7 de la norme ou le chapitre 7 de l'annexe A, effectivement, on va devoir aller discuter avec eux, parce que c'est eux qui gèrent le processus de recrutement, c'est eux qui gèrent donc le budget formation, etc., etc. Et en ce moment-là, quand on viendra leur dire, ah ben tiens, nous, on avait un truc là, machin, un truc, etc., etc., ils nous disent, ben voilà, c'est votre affaire, vous avez fait tout seul, continuez à faire tout seul dans votre côté. Et sur la partie aussi juridique, généralement, quand on arrivera au chapitre 18 de l'annexe A, où on aura à parler de compliance, on aura à parler de juridique, on aura à parler donc de répertorier l'ensemble des exigences réglementaires. Ben, ça, ce n'est pas le travail, ce n'est pas une compétence habituelle que l'on a donc chez un RSSI. Donc, il va falloir qu'on aille s'appuyer, donc effectivement, sur
les juristes, et si on les a oubliés au début, ce sera extrêmement difficile de les mobiliser à ce niveau-là. Il ne faut pas les oublier. Donc, définir le cadre de pilotage, formaliser donc les processus et le suivi donc des actions de projet, donc planifier donc les premiers chantiers du SMSI et gérer le planning, créer donc les comités du SMSI, les comités de direction, comités de pilotage et les comités opérationnels. On choisit, on met en place toute la communauté qui va bien pour pouvoir gérer donc le projet du SMSI. Donc, mettre en œuvre dans le cadre, donc c'est cette grosse partie, donc où on met en œuvre effectivement donc ce cadre-là, donc gérer les ressources et les compétences, identifier les besoins donc en compétences donc du SMSI et en sécurité. Donc, il faudrait qu'on puisse identifier l'ensemble de nos besoins en termes de compétences pour pouvoir gérer correctement notre SMSI. Et ce n'est pas que forcément que de la sécurité pure, parce que si notre SMSI, on l'implémente sur un périmètre financier, donc il va falloir qu'on ait donc des acteurs financiers qui comprennent ce métier, qui comprennent voilà, pour pouvoir venir apporter leur expertise dans l'implémentation, donc effectivement, de notre SMSI. Il faudrait qu'on identifie les besoins en termes de compétences et puis s'assurer que ces besoins-là, on les a. On a toutes ces compétences en interne, ou alors prévoir effectivement un plan de montée en compétences. Donc, embaucher si nécessaire, définir donc un programme de formation et de sensibilisation, etc., définir donc les autres aspects. Donc, toujours définir les activités d'évaluation, on définit donc les rôles et les responsables, on définit et on initialise effectivement les activités de surveillance, donc l'audit interne, le cadre de l'audit interne. L'audit interne, ce n'est pas juste j'attends que d'avoir terminé et puis je fais appel à Malik Fall qui fait de temps en temps des audits internes SMSI. Non, il faut formaliser le cadre. Comment vous choisissez vos auditeurs? Donc, quelles sont les exigences que vous fixez pour choisir donc vos auditeurs? Est-ce que vous vous donnez donc comme exigence, il faudrait que la personne soit certifiée ISO 27001, qu'il ait un certain nombre d'années d'expérience, qu'il ait ceci, qu'il ait cela, etc. Voilà, donc c'est à vous de vous fixer donc les règles et essayer de les respecter. On ne fait pas juste appel au gars et puis il arrive, il audite et puis basta quoi. Donc revue donc de l'avancement donc du projet, la supervision du système, etc. Donc tous ces aspects-là, on les prend en compte. Et puis on prévoit aussi la partie gestion de la conformité, donc gérer la conformité légale, réglementaire et contractuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est là où on fera appel effectivement à nos juristes. Et c'est un côté assez difficile. Bon, là, ça commence à changer un tout petit peu, mais avoir un juriste qui est compétent en termes de sécurité, c'est souvent très difficile à avoir. Ou avoir donc un technique, quelqu'un qui est compétent donc, en termes de sécurité et qui a aussi des compétences juridiques assez avancées, c'est très rare. Donc, du coup, on va faire travailler des gens qui parlent deux langages qui sont complètement différents. Et ce se sont essayés à ce truc-là, c'est assez rigolo. Donc, des gens qui sont complètement dans les nuages, excusez-moi du peu, mes amis, donc les juristes, qui raisonnent de façon très philosophique, avec des gens qui sont vraiment très pragmatiques, quoi. Donc, c'est comme ça, et puis très, très tranché. Et alors que dans le langage juridique, on est toujours nuancé. Dans le langage sécurité, on est très souvent très dogmatique dans nos positions et c'est extrêmement difficile de faire communiquer donc ces différentes parties-là. C'est des choses que l'on rencontre assez régulièrement dans l'implémentation donc de la norme quand on n'a pas associé et faire apprendre aux gens de pouvoir travailler ensemble dès le début. Donc, et puis le plan de traitement des risques et les autres, ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'attarder. On initialise aussi la partie gestion des incidents, donc comment gérer donc, les incidents, identifier et surveiller donc, et la partie détection, mettre en place donc, le processus de gestion donc, des incidents, de sorte à pouvoir exploiter correctement donc, notre SMSI. Donc, sur la partie exploitation donc, du SMSI, on pérennise donc, les processus du SMSI, la coordination, coordonner et maintenir donc, les processus du SMSI, donc de gérer la convergence donc, entre la cible de sécurité et les mesures donc, mises en œuvre, assurer un programme de formation pour pouvoir continuer à monter toujours en compétences pour pouvoir gérer correctement notre SMSI. Dans la partie amélioration, mettre en place donc, des activités de surveillance et de revue de la conformité, de l'efficacité, organiser donc la revue de direction et les autres aspects qui nous sont exigés
par la norme avant de passer la certification. Rapidement, quelques erreurs à éviter quand on implémente cette norme. Donc, dans le projet, il faudrait qu'on évite absolument de ne pas avoir, encore une fois, donc, le support de la direction avant de commencer. Ça, c'est vital pour implémenter cette norme. Si on n'a pas l'accord, le soutien total, sans faille de la direction, ce n'est pas la peine de se lancer dans ce projet. Je le dis de façon aussi claire, quoi. Donc, le séquencement, donc l'erreur que l'on fait assez régulièrement aussi, donc de vouloir implémenter la norme de façon séquentielle, ça ne se fait pas. Donc, un périmètre qui n'est pas adapté, tout simplement inadéquat, ça arrive assez régulièrement. Donc, on se lance dans cette norme-là, on va dire, oh, allez, donc, puisqu'on a donc le budget, l'accompagnement de la direction, on se lance sur un périmètre extrêmement vaste et on va tout faire. Et puis, cette ambition, malheureusement, peut nous être très fatale parce qu'on ira beaucoup trop lentement et finalement, on n'arrivera pas si facilement. Et à un moment donné, la direction va s'impatienter et dire, j'ai donné tant, j'ai fourni tant, j'ai machin, etc. Où sont les résultats? On sera incapable de fournir les résultats parce que notre périmètre était beaucoup trop ambitieux. C'est le point suivant. Donc, inadapté donc aux attentes donc, des parties intéressées. Quand on fait notre SMSI, un SMSI, encore une fois, on le met en place à cause des parties intéressées et pour répondre aux besoins des parties intéressées. Donc, on ne va pas avoir un client qui s'appelle Toto et Toto nous demande donc que l'activité que l'on mène chez lui, qui est une activité de développement donc, de logiciels, soit comment dire, certifié ISO 27001 et nous ayons donc à les certifier donc la machine à café ou autre chose, quoi. Donc, il faudrait que ce soit en phase par rapport aux attentes des parties intéressées. Donc, décorréler donc le SMSI donc des activités de gestion de la sécurité, c'est quelque chose qui arrive aussi assez régulièrement. Donc, faire deux processus qui sont parallèles, et ça, c'est pas une bonne chose. Il faudrait que les deux puissent marcher ensemble, la main dans la main. Généralement, ça arrive souvent quand on a confié le SMSI à un responsable qualité ou à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans la cellule sécurité et qui crée souvent donc une frustration donc, de ces personnes-là qui sont dans la sécurité, qui se sentaient le plus légitimes à gérer cette affaire-là. Donc, et puis, on a amené quelqu'un qui fait de la qualité ou quelqu'un qui fait de l'analyse de risque, le risque manager à qui on a confié le projet. Et eux, en général, ils se mettent dans leur coin, etc. Et les gens ne communiquent pas. C'est une démarche généralement qui peut amener beaucoup de soucis si elle n'est pas correctement, ces soucis-là ne sont pas correctement anticipés. Mais par contre, quand on s'y prend correctement, effectivement, c'est une démarche extrêmement structurante pour une entreprise et ça permet véritablement de bâtir quelque chose d'extrêmement solide et d'extrêmement fluide donc pour l'entreprise, quoi. Donc, confondre souvent aussi la norme ISO 27001 de la norme ISO 27002. Souvent, les gens pensent que quand ils sont bons en termes de pratique de sécurité, ben forcément, ils ont la certification ISO 27001. Ce n'est pas du tout, c'est deux choses différentes qui sont complémentaires, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et puis, suivre une démarche fondée par un outil. Il y en a beaucoup qui cherchent la facilité, hein, donc comme voilà, donc aller chercher un outil qui va nous implémenter notre norme. De même, avoir effectivement un SMSI sur étagère, ce que beaucoup de consultants font, hein, on les appelle, quelqu'un a besoin d'implémenter la norme, ils arrivent déjà avec une politique déjà toute prête, ils vont remplacer la société Toto par l'université, donc Cheikh Anta Diop de Dakar, ils vont remplacer la direction qui s'appelait là-bas direction générale par le conseil d'administration, etc. Ils vont faire des remplacements de trucs et ce n'est pas du tout une bonne démarche. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Un SMSI correctement implémenté doit être très adhérent à notre réalité. Il faudrait éviter d'avoir un SMSI qui soit complètement hors sol par rapport à nos besoins. Restez lucide pour cette démarche-là aussi. Donc, faire preuve de discernement, hein. Sachez donc positionner chaque acronyme. Quand on se lance dans la certification, à la fin, effectivement, on lance une consultation pour que des sociétés certificateurs se positionnent effectivement pour venir nous certifier. On a du tout et du tout dans ces acronymes-là. Soit on se pose la question, est-ce qu'on a besoin juste du certificat
ou est-ce qu'on a besoin véritablement de gérer correctement notre processus sécurité, notre processus SMSI, de le gérer de façon correcte en nous améliorant de façon continue? En fonction de la réponse, effectivement, on devrait savoir vers qui on s'oriente pour pouvoir avoir atteint notre objectif. Donc, un flagrant, bon, excusez-moi, donc un flagrant donc, problème d'indépendance que l'on a effectivement dans le microcosme donc des certificats, parce que celui qui te certifie, c'est toi-même qui le paye, quoi. Donc, si effectivement vous avez des relations donc fournisseur-client, effectivement, il y a un gros problème. Donc, j'ai un client, j'ai tout intérêt à le fidéliser, à faire de sorte qu'il ait envie de continuer à travailler avec moi, donc à être indulgent avec lui, etc., etc. Et ça, c'est un gros problème. Malheureusement, il n'y a pas un autre système qui permettrait de compenser ce type de rapport, effectivement. Donc, attention au microcosme, on a effectivement du meilleur comme du pire, hein. On a de tout. Donc, dans les organismes certificateurs, du sérieux comme des escrocs, c'est une démarche qui est nécessaire, mais malheureusement, ce n'est pas une démarche qui est suffisante parce que il y a beaucoup de problèmes, donc de conflits d'intérêts ou des choses de ce genre-là. Donc, voilà en gros les quelques éléments que je vous ai apportés. Ne vous laissez pas berner, c'était la dernière phrase que je vous avais apportée donc pour comme retour d'expérience rapide donc sur le volet donc de l'implémentation de la norme ISO 27001. Et désolé, j'ai débordé donc de 6 minutes. Merci beaucoup. Et à vous. Merci beaucoup, Malik. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai. Allez-y. Bonjour Malik, merci beaucoup pour la présentation. Ça permet de se rafraîchir les idées et surtout de voir effectivement d'autres manières d'implémenter la norme. Moi j'ai une première question sur l'appréciation de risque, sur la méthodologie. Qu'est-ce que toi tu conseilles et qu'est-ce que tu utilises le plus en matière de méthodologie d'appréciation de risque? Est-ce que c'est de l'EBIOS, MEHARI, du COBIT ou tout simplement du pur 27005? Oui, moi personnellement, je m'adapte donc aux exigences des clients. J'arrive par exemple dans une certaine boîte que j'accompagne donc effectivement, qui a déjà une méthodologie d'appréciation de risque et même un outil qui existe, quoi. Donc, moi j'essaie de convaincre parce que c'était un tout petit périmètre, effectivement, une appréciation un système qui était très sexy qu'on avait monté parce que tout était simple, abordé vraiment de façon très pragmatique. Mais on arrive avec un outil qui s'appelle Égérie. Je pense que ceux qui font donc l'appréciation de risque connaissent bien donc cet outil qui est magnifique, mais qui est extrêmement surdimensionné par rapport donc aux besoins donc des clients. Et moi, j'essaie de convaincre au maximum pour ne pas aller donc vers cet outil-là, parce que ça va apporter, ce sera vraiment véritablement comme un grain de sable donc dans notre système. Tout est simple et puis un truc qui est extrêmement compliqué. Vous mettez les éléments, il secoue le truc, il sort un rapport de 120 pages que personne ne va lire ou la personne qui est en charge de l'appréciation de risque va lire une fois et à chaque fois, il a du mal à se référer sur ce truc-là. Moi, de façon très simple, je préconise souvent donc de mettre en place notre propre appréciation des risques, mais qui sera forcément, qui s'appuiera forcément donc sur la norme ISO 27005, mais aussi qui s'inspirera donc d'autres méthodologies comme EBIOS. C'est les deux, donc un mix de tout cela, mais de façon vraiment très simple. Parce que ce que je constate, c'est que beaucoup de méthodologies d'appréciation de risque, pour la plupart, sont extrêmement surdimensionnées par rapport aux besoins de notre SMSI pour la plupart du temps. D'accord, merci beaucoup. S'il y a pas d'autres, j'ai une autre question, si Mbaye, tu me permets. Tout à l'heure, Malik, tu disais là que, alors, par ton expérience, que lorsqu'on confiait le projet SMSI, d'implémentation d'un SMSI à un chef de projet SMQ, donc qualité, en règle générale, c'est pas très probant, alors que moi, j'ai souvent entendu que justement, c'est souvent le contraire, c'est-à-dire, même si effectivement, ils sont pas très portés sur la sécurité de l'information dans un premier temps, mais ils ont déjà implémenté, donc ils ont déjà une expérience sur l'implémentation. Donc toi, en matière de retour d'expérience, c'est plutôt a priori l'inverse, c'est ça?
Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Je dis que généralement, il y a des tensions qui existent entre les différentes équipes. Ça arrive assez régulièrement que le SMSI, donc le SMSI et le processus sécurité soient gérés de façon parallèle. Ce qui est un problème donc, pour l'efficacité aussi bien de la sécurité que du SMSI. Et je donnais des exemples. Pourquoi ça arrive assez souvent comme ça? Parce que tout simplement, l'équipe sécurité se sentant complètement légitime quand on parle de SMSI. Donc, dès qu'on le donne à une autre équipe, généralement ils se braquent et puis ils continuent à gérer. Ils se sont mis dans ce truc-là, on les laisse faire, ils seront embêtés, etc. Donc, c'est ça que je disais. Mais au contraire, bien au contraire. Un qualificien. Ça signifie, alors, je suis désolé, je me permets de t'interrompre, ça signifie qu'il n'y a pas d'engagement de la direction s'il y a un problème déjà entre. Il y a la direction, en fait, l'engagement de la direction, effectivement, et avoir une bonne intelligence entre les deux équipes, entre les différents membres de l'équipe. C'est deux choses qui sont différentes. La direction peut être très engagée en mettant en place donc, les moyens qui vont bien, en communiquant fortement sur le truc, mais la direction n'a pas forcément le temps de venir surveiller comment les gens travaillent. Voilà. Mais je reviens encore une fois, donc pour dire tout simplement qu'une bonne symbiose entre un qualiticien et un risque manager ou un RSSI, ou un RSSI qui travaillent ensemble pour implémenter la norme, on ne peut pas avoir mieux, on ne peut pas avoir quelque chose de plus. Voilà. Parce que le RSSI, lui, il va aller directement au but. Donc, il n'a pas la même façon de réfléchir que le risque manager. Le risque manager reste quand même assez comment dirais-je, hors sol dans sa façon d'appréhender le risque. Le risque, on parle de probabilité, on parle de potentiel impact, etc. Ça reste encore philosophique. Le RSSI, lui, c'est du concret, quoi. Il y a eu l'attaque hier, telle date, machin, etc. J'ai vu la vulnérabilité, c'est clair, effectivement. J'ai fait mon pen testing et j'ai constaté quelle vulnérabilité que j'ai pu exploiter, etc. Donc, ils raisonnent de façon légèrement différente. Entre les deux là, donc il y a une légère différence. Il faudrait qu'ils apprennent à travailler ensemble et à se comprendre et à se respecter mutuellement. Mais aussi, entre ces deux-là et le qualiticien, lui, qui ne parlera que de système, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le système. La partie SI n'est pas accessible souvent pour lui. Mais la partie système, il est extrêmement bon là-dedans. Donc, effectivement, sur la partie système de management, il peut apporter une expertise extrêmement forte. Il faudrait que aussi le RSSI, le risque manager, respecte ce qu'il apporte et qui sera vital, qui sera important, qui sera essentiel pour notre SMSI. Et eux, chacun restant donc sur son terrain, qu'on puisse aussi travailler de façon commune. Voilà, une bonne collaboration entre ces trois-là est extrêmement efficace dans l'implémentation d'une norme. Merci Malik, je crois que c'est très bien répondu. Alors, moi, ma question, c'est par rapport à l'analyse des risques comme porte d'entrée. J'ai bien aimé la manière dont tu as abordé le sujet et le fait de ne pas suivre la norme de bout en bout pour implémenter, mais de partir de l'analyse des risques comme étant la porte d'entrée. Alors, ma question, c'est par rapport à la délimitation du périmètre. Est-ce que selon toi, au lieu d'entrer par l'analyse des risques, est-ce qu'on ne peut pas commencer par délimiter le périmètre pour que l'analyse des risques aussi soit plus précis par rapport à ce qu'on veut faire? Et oui, absolument. J'ai une deuxième question, c'est également l'approche processus. Comment tu le fais, l'approche par processus? Est-ce que tu t'appuies sur les processus métiers ou bien est-ce que c'est une approche par processus plutôt orientée ISO 27001? Non, processus métier. Il faut s'appuyer sur les métiers. Donc, la norme ne doit pas être une norme qui est implémentée de façon à... la norme elle-même nous exige qu'elle doit être en phase. Donc, le SMSI doit être en phase complètement avec les processus métiers. Donc, il faudrait qu'on s'appuie sur les processus existants, les processus métiers. On ne va pas aller créer un processus... l'implémentation de la norme elle-même, le SMSI, est un processus, mais ce processus-là doit s'intégrer dans les processus métiers. Ce n'est pas d'autres processus que le système amène, dont on parlait ici. Donc, quand je disais tout à l'heure la cartographie, tu vois, l'étape initiale, on commence par l'analyse de risque, mais analyse de risque, pour analyser, il faut analyser sur un périmètre. Donc, effectivement, il va falloir identifier les parties intéressées, parce que quand on fait l'analyse de risque, si on n'a pas identifié les parties intéressées, si on n'a pas identifié les exigences de ces parties intéressées
parmi les risques qu'on risque de rater, il peut y avoir donc le risque de non-conformité légale, le risque de non-conformité contractuelle, etc. On commence effectivement par définir, donc grosso modo, effectivement, le périmètre donc, du système, de notre SMSI. Maintenant, cette définition-là va évoluer encore une fois. La norme va être implémentée de façon récursive. Donc, on peut faire un premier périmètre qui peut être un sur-périmètre de notre périmètre de demain, donc dans lequel on va faire notre appréciation des risques. Mais une fois qu'on a terminé l'appréciation des risques, qu'on a fait notre diagnostic ISO, et puis qu'on est venu à la direction, on peut lui présenter plusieurs types de directions, plusieurs possibilités donc de direction, et c'est à la direction à ce moment-là de dire je choisis plutôt ce périmètre-là au détriment de tel autre pour telle ou telle autre raison. Effectivement, on commence par cette partie-là. Donc, identifier les parties intéressées, identifier les interfaces et les dépendants, les parties intéressées et leurs exigences, les interfaces, la cartographie donc des processus métiers, identifier et évaluer les processus donc, et de gestion donc, de la sécurité, identifier et évaluer les mesures de sécurité existantes. D'accord? Et on fait notre appréciation des risques. C'est bon, Mbaye? Oui, c'est très clair. Il y a professeur Djibril qui demande la main. Monsieur Sow, oui. Tu as la parole. Oui, c'est ça, c'est pour compléter. Hein? Il ne pose pas de questions. Monsieur Sow, si tu peux activer ton micro. Tu peux activer son micro directement, Mbaye. Hein? Non, ouais, c'est fait. Donne. Monsieur Sow, on ne t'entend pas. Le micro est toujours coupé, on dirait. Bon. Ouais, le micro est toujours coupé pour lui. Alors, bon, en attendant, oui, c'est bon, oui, monsieur Sow. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Voilà, donc Malik, félicitations pour votre présentation. Donc, j'ai une question et disons une question et une remarque. La première, c'est comment adapter ISO 27001 pour l'association APAC. La deuxième remarque, j'ai vu dans votre exposé que vous avez mis que l'exposé tout droit réservé pour Polaris. Je pensais que l'exposé appartient à APAC. Voilà, merci. Ça, c'est l'une question et l'autre, c'est une remarque. D'accord, OK. Bon, la première, je pense que c'est Mbaye qui pourra plus répondre. Hein, c'est lui le président. Moi, je suis juste un petit ndongo donc de la PAC, hein, un petit de l'association. Non, donc, on a le président. C'est le président qui m'a demandé en tant qu'expert, vous nous dites comment on devrait implémenter ça pour notre association. Voilà. Mbaye, t'es pas sérieux, toi. Hein? Je plaide non coupable, hein, je n'ai pas dit ça. D'accord, OK. Non, mais l'implémenter, bon, la norme, pour revenir, pour parler en tout cas donc, de la norme elle-même, la norme est une norme, entre guillemets, est une norme internationale. Donc, dans l'introduction de la norme, on nous dit qu'elle est adaptée, qu'elle peut être implémentée pour une association, pour une entreprise de secteur privé, pour une administration. Donc, on peut l'adapter en fonction de n'importe quel type de besoin. Maintenant, est-ce que APAC pourrait nourrir l'ambition de se faire certifier ISO 27001? Pour quelle raison? Pour quel but? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, de toute façon, si on devrait le faire, la norme peut s'adapter véritablement donc, à cela. Donc, maintenant, je laisserai effectivement le comité de direction décider le jour qu'ils auront envie donc, de se lancer donc, dans la certification. Oui, pour le copyright. Bon, OK. Si APAC souhaite les slides, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est systématique. Sous mes slides, il y a toujours un copyright, quoi. Donc, voilà. Mais ça, c'est rien du tout. Après, pour ajouter un complément d'information, c'est que, M. Sow, quand on va vers une démarche de certification ISO 27001, la première question à se demander, c'est pourquoi on le fait. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, APAC, Malik l'a très bien répondu, a un besoin d'être certifié ISO 27001? Est-ce que c'est une demande des clients, de partenaires, etc.? Donc, tout ça, c'est une première question préalable à se poser et je pense que c'est une question très intéressante. Après, pour tout ce qui est lié au copyright, voilà, l'APAC, c'est une organisation qui regroupe
plusieurs chefs d'entreprise qui ont aussi besoin d'une certaine visibilité. C'est pourquoi aussi on leur permet, quand ils viennent exposer, qu'ils nous parlent de leur société, que derrière aussi ils puissent capter des business derrière. C'est pourquoi aussi on lui a dit qu'il avait la possibilité de présenter sa société, son activité avant de passer à la présentation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer la parole pour notre deuxième exposé? Désolé, j'en ai encore 2, s'il vous plaît, rapide. Oui, Malik, il faut sur les réponses et Shafik aussi, voilà. Oui. Je profite là des connaissances de Malik. Malik, j'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais donc dans pas les avertissements, mais en tout cas les conseils. Tu parlais là du procès de certification. C'est-à-dire, tu disais que faire attention, il y a des arnaques, il y a des arnaqueurs au niveau de. Donc, moi, je pensais que c'était un comité de certification qui était complètement. On choisissait entre guillemets la société et c'était un comité de certification qui délivrait la certification. Donc, malgré ça, il y a quand même des arnaques derrière, c'est ça? Bon, moi, je suis auditeur de certification. J'accompagne plusieurs entreprises, plusieurs entités qui font de la certification. Je suis aussi auditeur interne. Et quand je fais un audit interne, je demande systématiquement les rapports d'audit de certification. Et quand je vois effectivement les écarts qu'il y a dans les pratiques des organismes de certification, c'est quand même hallucinant. Effectivement, il y a un comité de certification qui est souvent composé de personnalités qui sont issues d'entreprises, de grandes entreprises qui ont été sélectionnées pour leur expérience, qui ont été sélectionnés pour leur indépendance. Et généralement, le comité de certification, même la composition, n'est pas connue publiquement, généralement. Mais on a constaté, l'histoire nous a appris, effectivement, je pense que ceux qui sont un peu plus vieux que Mbaye se souviennent de AZF, donc une explosion qui a eu lieu donc à Toulouse il y a quelques années dans une usine de je ne sais plus quelle entreprise, effectivement, qui a fait énormément de dégâts. Et puis, effectivement, quand ils ont fait donc le rapport, les investigations, le post-mortem et tout ça, on s'est rendu compte que cette société-là avait toutes les accréditations, toutes les certifications possibles et imaginables. Et quand on a poussé, donc, y compris donc, les accréditations sur la partie SMA, système de management donc, de l'environnement, alors qu'ils avaient flagramment donc, des défaillances qu'ils ne devaient pas laisser passer, que ne devait pas laisser passer donc, un organisme certificateur. Quand on a tiré sur la pelote, on s'est rendu compte qu'effectivement, ceux qui siégeaient eux-mêmes donc, dans le comité de certification avaient des conflits d'intérêts flagrants donc par rapport à ce qu'il a. Et là, par exemple, l'auditeur qui est sur le terrain, moi, quand je vais auditer, je vais aller certifier une entreprise, l'organisme qui me demande donc de la certification, généralement, pour la plupart, ils ont dans leur, comment dirais-je, dans leur process, tu dois déclarer tout conflit d'intérêt. Et s'ils ne l'ont pas même, moi, de façon, ça veut dire que ma déontologie ne me permet pas d'essayer d'aller faire certifier donc une entreprise pour laquelle j'ai travaillé il y a moins de 2 ans, quoi, par exemple. Je ne peux pas. Mais pour le comité de certification, je ne pense pas. En tout cas, cette histoire-là nous avait montré qu'il n'y avait pas cette démarche-là donc, qui poussait aux gens donc au comité de certification donc, de déclarer des conflits d'intérêts. Ça, c'est donc. Deuxièmement, le comité de certification n'a pas été sur le terrain pour faire l'audit de certification. Il hérite juste un rapport. Et le rapport est réalisé par donc, des auditeurs. Ces auditeurs sont soit des prestataires de l'organisme certificateur, soit sont des salariés de l'organisme certificateur. Et l'organisme certificateur, là, qui va certifier, mais son client, c'est celui-là qui le certifie, c'est celui-là qui lui paye. Donc, c'est là où il y a le problème. Si moi, je travaille pour APAC, qui est organisme certificateur, je vais aller certifier Polaris, qui est un client de l'APAC, ben, s'il n'y a pas vraiment une vraie orthodoxie donc, de cette chose-là, c'est tout intérêt à être indulgent, correct, commercial, machin, truc, etc., à fermer les yeux sur certaines choses, à laisser des non-conformités sous le tapis, en leur disant attention, vous le faites jusqu'à. Voilà. Donc, moi, j'en constate en tout cas régulièrement.
effectivement des écarts assez importants en fonction des organismes certificateurs. Et c'est de notoriété publique, hein, au point que certaines entreprises, de grandes entreprises maintenant, quand ils demandent à leurs fournisseurs de les faire certifier ISO, ils vont jusqu'à leur dire avec quel organisme ils souhaitent qu'il soit certifié. Et ça, c'est véritablement dommage parce que le système est censé être un système universel avec une certification une fois délivrée à une personne ou à une entreprise devrait avoir une validité, une portée universelle et internationale. Très bien, Malik. On va passer la parole à Mohamed Selmi et Fall. Donc, on prend 2 questions et on va aborder la deuxième partie de cette soirée. Mohamed Selmi. Oui, Mohamed, c'est toi qui m'a contaminé. Hein? Merci beaucoup, Malik, pour la présentation. J'ai apprécié la qualité et je vois très bien que vous maîtrisez bien le sujet. Alors, par rapport à ce que vous avez présenté, j'ai juste une petite remarque. En fait, un SMSI, c'est un projet qui doit être abordé comme n'importe quel autre projet. Et là, je remarque que peut-être vous n'avez pas mis l'accent sur l'aspect gestion de projet. Déjà, dans l'équipe de gestion de projet, il faut qu'il y ait une personne qui a des compétences en matière de gestion de projet. Et d'ailleurs, moi, vous avez appelé la première étape comme étant étape initiale. Moi, je vais ajouter une autre étape, c'est l'étape 0. Alors, l'étape 0, ça consiste tout d'abord à choisir l'approche et la méthodologie qui va être utilisée pour gérer le projet. Ça, tout d'abord, et d'établir ce qu'on appelle aussi le business case, ou bien l'étude de rentabilité du projet, et de mettre en place un plan du projet. Ces documents-là, c'est très important dans le cadre de gestion de n'importe quel projet. Et surtout, des fois, que l'idée du projet, c'est vrai que c'est un projet qui est approuvé par la direction générale, c'est un projet stratégique, mais des fois, il y a d'autres responsables qui présentent ce besoin-là, et du coup, la direction générale a besoin d'une étude de rentabilité, ce qu'on appelle le business case, donc en anglais, et d'une planification donc, du projet pour identifier donc, les étapes majeures et pour donner aussi une idée à la direction générale sur le coût peut-être du projet et les structures nécessaires, ou bien les compétences nécessaires donc, pour gérer le projet et le mener donc, à terme. Voilà, c'est juste ce que, donc la remarque. J'aurais aimé aussi que la présentation inclut une méthodologie, n'importe laquelle, par exemple la méthodologie PECB et MS2, qui permet donc de présenter comment le projet va être géré. Et généralement, donc, une méthodologie, ça permet donc de prendre en considération toutes les exigences, parce que parfois, si on ne met pas une méthodologie, on ne suit pas une méthodologie claire, structurée, parfois peut-être on oubliera donc des exigences, donc c'est-à-dire on arrivera à un SMSI peut-être qui ne respecte pas certaines exigences de la norme ISO 27001. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu donc dire par rapport à ça. OK. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Merci Mohamed pour le complément. C'est très, très bien. J'avais juste une problématique, c'était le retour d'expérience que j'ai fait. Donc, moi, je le fais de façon quasi systématique quand je fais une formation, par exemple, avec un autre organisme, pour ne pas le citer, donc avec LSCI, où c'est nous-mêmes, en tant que formateurs, qui concevons donc, nos supports de cours, etc., etc. Donc là, j'ai plus de marge de manœuvre et je le développe. Moi, cette partie retour d'expérience-là, j'ai une vingtaine de slides là-dessus. Il y a 7 grandes étapes. Chaque étape, il y a au moins donc à peu près 3 slides donc, sur le retour d'expérience. Là, on parle de 40 minutes. Quand je le fais, moi, ça me prend quand même 2-3 heures pour le faire. 2-3 heures où c'est moi seul qui défile. Là, on me dit 40 minutes, il fallait que je fasse des choix. Mais effectivement, c'est très, très, très bien. Donc, le complément, je le prends volontiers. Merci beaucoup. Merci Mohamed pour le complément. Et on donne la parole à Fall et on passe à l'étape suivante. OK, voilà. Merci beaucoup. Merci Malik pour la clarté de la présentation, vraiment. Félicitations, c'est très clair. Donc, moi, j'avais juste une petite question. En 2019, il y a eu en fait la norme ISO 27701
qui se trouve être une extension de ISO 27001 et de ISO 27002, donc liée au management de la protection de la vie privée. Je voudrais en fait savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la tendance, par exemple, dans la mise en œuvre des SMSI ISO 27001, est-ce que ça prend en compte cette extension, en fait, donc de la norme ISO 27701, où aujourd'hui, il y a vraiment une façon distincte, en fait, de se certifier ISO 27701. Quelle est la tendance actuelle, en fait? Donc, est-ce que c'est vraiment pris en compte dans la mise en place des SMSI? Bon, dans la mise en place d'un SMSI, déjà, c'est pas l'intégralité de la norme, mais la protection des données à caractère personnel est prise en compte dans le chapitre 18, la partie compliance. Voilà, donc c'est correctement traité donc à ce niveau-là. Bon, ce ne sera pas donc un audit de compliance données à caractère personnel quand on fait un audit de certification ISO 27001, mais on va regarder que dans la globalité, donc les données à caractère personnel sont gérées de façon correcte. Les briques essentielles sont là et les traitements qui vont bien, donc les traitements qui vont bien et l'accompagnement de ces traitements-là sont correctement faits. Donc, dans la démarche ISO 27001. Mais effectivement, la nouvelle norme, donc la 27701, effectivement, qui vient renforcer, qui est une extension, effectivement, qui prend en compte cette partie données à caractère personnel, certaines entreprises se lancent effectivement dans leur certification ISO 27001, font une combinaison des deux. Moi, j'ai eu beaucoup de retours d'expérience sur cette partie-là. À titre personnel, je ne l'ai pas encore implémenté. Donc, des sociétés qui vont implémenter cette norme-là et souvent, quand ils font leur retour d'expérience, ils font le retour d'expérience de ces deux normes. Ou alors, qui font ISO 27001 et sur la partie hébergement de données de santé, la partie HDS, maintenant, qui intègre en son sein donc la norme ISO 27001 pour être certifié HDS, il faudrait qu'on le soit aussi, ISO 27001, ainsi que d'autres mesures qui proviennent d'autres normes qu'on a ajoutées donc à la norme ISO 27001 pour faire donc hébergement de données de santé. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, effectivement, qui font une approche plus globale que l'approche ISO 27001 seulement, donc qui vont intégrer donc, ces problématiques-là quand ils sont très impactés par ces problématiques. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci, c'est très clair. Merci. On va aller très vite. On va passer à l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Le professeur Dubursol et Clément.